Bonjour YouTube, bienvenue dans le live manga numéro 83, voilà, on est parti, posez-vous, on est parti pour 1 heure, c'est à peu près ça. Donc pour revenir à ce que je disais, on a le mois de juin qui a quand même été pas mal rempli en termes de nouveautés pures. J'en ai sélectionné 4 comme d'habitude. Dans les 4, concrètement, il y a eu... Enfin, il y a eu d'autres nouveautés que j'ai pas forcément gardées, mais il y a eu franchement de belles choses, et dont un qui était une grosse attente pour moi, qui était le bouquiniste, tout simplement. Parce que quand tu vois que ça a pris énorme, ça a été fortement primé au Japon, gros manga taisho, des choses comme ça, sur une première œuvre d'un auteur, qui de base en plus n'était pas prévu d'être sérialisé derrière. C'était très surprenant là-dessus. Après, on a le côté où le Japon aime beaucoup un petit peu leur approche avec des quartiers comme Jinbocho, on va en reparler plus tard, mais comme dans Jinbocho Sisters, bah avec le quartier Jinbocho qui est le quartier des bouquinistes à Tokyo, donc forcément on a cet affect qui est important pour les Japonais là-dessus, parce que le papier, voilà, le jump, etc., c'est toujours été papier, mais ça n'empêche que je suis toujours surpris de voir un petit peu comme nous en France, on a vraiment cet attrait pour le lectorat papier. Bah, le bouquiniste, ça revient un petit peu à l'attrait du lectorat papier à l'ère actuellement du dématérialisé. Donc c'est quand même très intéressant de voir des titres comme ça qui se placent et qui arrivent en plus à sortir en France, c'est très chouette. Mais ce n'est pas le seul que j'ai sélectionné, du coup on va avoir 4 titres. Comme d'habitude, la petite question, est-ce que vous connaissez un de ces titres? Moi, il y en a un que j'ai été surpris de revoir arriver, mais c'est parce que je connaissais le travail de l'autrice, et du coup j'étais en mode trop bien, je vais pouvoir lire le travail de l'autrice, relire du travail de l'autrice, qui est Love is a Boxing Ring. Sinon, les autres titres, j'avais... Bah, à part le bouquiniste où j'attendais qu'ils sortent, j'avais les autres, c'est juste des titres qui m'ont surpris, que j'ai pas forcément... J'avais pas attendu. Aucun? Ok, trop bien déjà, tu vas pouvoir te lancer un petit peu dans le bain, là-dedans. Mais ça va être... Franchement, ces 4 titres qui ont en plus, pour la plupart, bon, l'avantage des séries courtes, parce que Les Années Bleues, c'est terminé en 2 tomes, parce que Casterman a fait la sortie simultanée, on va revenir après, sortie simultanée des 2 tomes. Ma façon d'aimer, c'est un one-shot aux éditions Akata. Le bouquiniste, c'est un premier tome d'une série qui est actuellement en 3 en cours au Japon, chez Vega Dupuis, collection Alpha. Et enfin, Love is the Boxing Ring, c'est une série terminée en 2 tomes chez Delcourt Tonkam. Donc on est vraiment sur des choses très courtes, tout ce que j'aime personnellement. Les séries courtes, vous savez mon amour pour les séries courtes. Encore une fois, elles ont toujours de très belles choses à proposer et on les oublie que trop souvent. Donc c'est pour ça, ça va me permettre un petit peu de retourner à mes premiers amours en même temps, et en plus l'amour, on va en parler, hein, parce que là il y a pas mal de thématiques liées à ça. Donc ça va être très complet. Eh ben écoutez, je vais commencer avec le premier titre qui est Les Années Bleues. Alors, le titre peut surprendre, Les Années Bleues, parce qu'on se dit, bah en fait, Les Années Bleues, ça veut pas dire tant de choses. Si, parce que au Japon, du coup, la jeunesse, donc on peut utiliser les idéogrammes de jeunesse. Jeunesse est composé de 2 idéogrammes qui signifient printemps bleu. Voilà, printemps bleu, les années bleues par extension. Donc c'est pour ça que ce titre s'appelle Les Années Bleues. Donc en disant jeunesse, vous vous doutez un petit peu de la thématique que c'est, et avec la couverture aussi vous vous doutez de la thématique dont ça va aborder. Concrètement, ça va aborder le premier amour dans des années lycée, entre 2 jeunes lycéens, donc qui sont vraiment des personnages vraiment basiques. Mais quand je dis basique, c'est pas un mal, c'est vraiment, il n'y a rien d'extrapolé, ça va être que les premiers questionnements, les premiers balbutiements, les premiers amours, etc. Tout ça en couleur, parce que c'est important de le préciser, c'est un travail qui est exclusivement fait en couleur, donc beaucoup d'aquarelle, enfin voilà, c'est fait à l'aquarelle, et ce qui est plutôt rare, voilà. En plus, on est sur un prix à 10,95, mais concrètement, on paye la couleur, mais en vrai, pour une série terminée en 2 tomes, je trouve qu'on s'endette pas tant. Et tout ça pour revenir à l'histoire principale. Donc l'histoire principale, on va être vraiment, voyez ça comme un journal intime de 2 lycéens, mais on est du point de vue de la lycéenne, voilà, ça va être important.
On va être du point de vue de la lycéenne où concrètement elle arrive au lycée, elle a jamais eu trop d'amour au collège, et au lycée, bah elle flash sur un gars, et ce gars flash sur elle, etc. D'une manière vraiment très mignonne, c'est plutôt d'un point de vue plutôt attendrissant dans l'ensemble. Il y a les moments où ça va s'accélérer, les moments où ça va se calmer un petit peu, il y a les moments où elle va pas comprendre ce qu'il veut, et inversement, on a vraiment tous les passages, j'ai envie de dire, d'un premier couple, ou même d'un couple, de deux personnes qui se mettent en couple, dans les incompréhensions, dans les moments d'attente, dans les moments d'exaspération aussi. Enfin, vraiment, il y a tous les sentiments qui sont pris en compte. Le tout en 2 tomes avec les premiers émois, les premiers amours, parce que, alors, oui, faut faire attention là-dessus. Il y a une scène, je vais pas dire explicite, mais quand même, voilà. Mais c'est parce que c'est vraiment un titre qui se veut, qui ne cache rien. Voilà, c'est vraiment un titre qui aborde tous les sujets que vous allez avoir sur les premiers amours, mais que ça va être des premiers questionnements, comme je disais tout à l'heure, mais aussi au classique premier bisou, quoi. Mais est-ce qu'on met la langue, etc. Tu vois, c'est le genre de questions où c'est hyper innocent, et en fait, l'autrice, elle a réussi, je pense, à remettre en place tous les questionnements que ceux qui ont déjà connu ça ont déjà eu, tout simplement, dans ce titre-là. Mais genre, c'est vraiment des questions hyper futiles, et que, bah, en fait, on oublie avec le temps, mais en fait, quand tu le relis, tu fais « Putain, c'est vrai que dans cette situation, on aurait pu se poser ce genre de questions. » Et je trouve que, bah, déjà, le trait, en plus de l'autrice, souligne à fond ces moments de fragilité, on va dire, et vraiment avec tout en douceur, tout en... Mais en même temps, c'est un trait qui permet également d'aborder des situations très difficiles, mais tout en douceur également. C'est assez fou comme trait, je trouve, là-dessus. Donc ça rend vraiment bien dans l'ensemble. Moi, j'étais hyper surpris. Je dirais pas c'est une claque, attention, on n'est pas sur une claque du tout, mais c'est très frais, très surprenant, et c'est très bien jaugé, très bien dosé dans l'ensemble, voilà. Donc pour moi, c'est un vrai oui. Je trouve que Casterman a fait une vraie proposition. On n'a pas souvent ce genre de titre qui aborde, entre guillemets, ces thématiques-là sans enjoliver. Là, on n'enjolive rien. On est vraiment dans le brut, dans la réalité, et c'est ça qui est chouette, moi, je trouve. Vraiment, là-dessus, l'autrice a vraiment, comme je dis, elle a vraiment réussi à saisir l'instant présent de l'adolescence, quoi. Je trouve ça vraiment chouette. Et c'est pas souvent, je trouve, qu'on a ce genre de titre. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, parce que, bah voilà, ça fait partie des titres qui sortent de l'ordinaire, encore une fois, et terminé en 2 tomes chez Casterman. Ils ont réussi à trouver vraiment un titre bien à part, et très très chouette. Voici pour les années bleues. Je vais pouvoir passer au titre suivant, et le titre suivant, on va être encore dans du sociétal. Alors là, on va avoir un peu de sociétal dans les nouveautés, parce que je trouve que c'est les titres qui m'ont le plus marqué, et le prochain titre, c'est Ma façon d'aimer, qui est un one-shot. Salut Srim, comment tu vas? Ma façon d'aimer, qui est un one-shot, du coup, aux éditions Kata. C'est un titre... Concrètement, encore une fois, j'avais pas d'attente, parce que bah, le titre, je l'ai pas vu passer. Je l'ai juste, je l'avais eu en magasin, je me suis dit tiens, je vais en prendre un, parce que c'est un one-shot, et j'aime défendre les one-shots, j'aime voir ce que les one-shots ont souvent à me proposer. Et là, j'ai clairement pas été déçu, hein, parce que bah on connaît maintenant un petit peu Akata. Enfin, pour ceux qui connaissent pas tant Akata, c'est souvent un éditeur qui va se placer sur dans des histoires sociétales, de thématiques sociétales, thématiques LGBT en plus, etc. Mais dans celui-là, voilà, ça va être autre chose. Ça propose souvent une histoire finie en un tome. Oui, le concept des one-shots, c'est souvent ça, Doc, effectivement. La bonsoirté à toi. Effectivement. Et du coup, dans ma façon d'aimer, on va parler concrètement, on va suivre une jeune fille. Je vais pas parler de la thématique en elle-même, mais ça, vous allez vite comprendre où je veux en venir. On parle d'une jeune femme, même plutôt d'une jeune femme, qui pendant l'adolescence n'a jamais réussi à tomber amoureuse. Elle comprend pas son environnement. Elle est, tout le monde lui dit « Oh oui, il faut que tu sortes avec un garçon, etc., etc., c'est important. » Et là, elle est en mode « Bah, en fait, si je ressens rien pour lui, j'ai pas envie. » Et puis même, je ressens... En fait, elle ressent rien en général. Et elle dit « Bah, je suis chelou, non, je suis bizarre. Non,
Enfin, est-ce que je suis vraiment bizarre ou pas, tu vois? C'est ça la question qu'elle va se poser. Est-ce que je suis à part? Concrètement, elle se dit, bah, c'est pas grave, je vais pas rencontrer la bonne personne, je vais passer, je vais attendre, voilà. Donc, pendant toute l'adolescence, essaye de la mettre aux normes, en mode faut que tu sortes avec un garçon, etc. C'est important. Elle dit au bout d'un moment, elle est en mode bah ok, je vais tenter. De toute façon, ça se trouve c'est comme ça que ça fonctionne. T'aimes pas vraiment le garçon, mais tu sors avec lui et puis tu vois ce que ça donne, quoi. Non, non, ça se passe pas comme ça. Donc au bout d'un moment, bah en fait, elle est en mode bon bah je suis trop bizarre. Et elle va vraiment pousser le truc très loin. Pourquoi? Parce que quand elle rentre à la fac, bah elle se dit vas-y, quitte à y aller, autant essayer de comprendre jusqu'au bout. Elle fait une fac de psycho. Et pour essayer de comportement, voilà, en psycho, pour essayer de comprendre ce qu'elle a. Et en fait, le but, ça va être d'échanger avec d'autres personnes qui sont aussi en psycho, dont une prof en particulier, qui va être une rencontre très importante vis-à-vis d'elle. Une prof qui va lui dire, mais en fait, tu es comme tu es, et puis basta, cherche pas plus. C'est pas parce que, et là le terme est prononcé, tu es sûrement asexuel, que tu dois te forcer dans les critères de société, etc. Et la prof va un petit peu lui expliquer pourquoi elle peut être comme ça, voilà, mais sans jugement, c'est ça qui est chouette dans le titre, il n'y a vraiment pas de jugement. Donc elle-même, donc Chika, qui est la, l'ado en fac, donc du coup plutôt une jeune femme maintenant, elle-même va se dire, bah en fait, est-ce que c'est... Bah du coup je suis à part, ok je suis à part, mais en fait elle va apprendre à relativiser sur son orientation sexuelle, tout simplement. Et en tant qu'asexuel. Voilà. Et je trouve que c'est un titre qui est très intéressant. Parce que, bah, encore une fois, comme je dis toujours, Akata est très fort pour trouver des titres qui abordent des thématiques sociétales, mais qui l'abordent justement, qui l'abordent d'une manière hyper clean, tout simplement. Et ça fait partie de ces titres, encore une fois, que bah, faut essayer de mettre dans les mains parce qu'il y a souvent des personnes qui comprennent pas que d'autres personnes ne sont pas dans le moule. Et encore une fois, et bah, il y a juste un petit peu à ouvrir son esprit et à essayer de comprendre ce qui se passe autour de soi, via la lecture ou via d'autres médias, ou même d'autres personnes, tout simplement. Et bah, se dire, bah en fait, ouais, t'es comme ça et puis c'est tout, quoi. Voilà. Il y a pas de jugement à porter. Et là, ce genre de titre, bah, je trouve que le rôle de la professeure est hyper important. Elle n'apporte aucun jugement, elle apporte juste des ersatz, pardon, de solutions. Des ersatz de réponses. Et en mode, bah tiens, je te donne des pistes, essaye de trouver. Et voilà, c'est à elle-même de tirer ses propres conclusions. Et ça, c'est très chouette. C'est vraiment le meilleur moyen de faire grandir les personnes. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette. Graphiquement, c'est beau. Voilà. C'est propre. Bah, on va pas dire que c'est le titre graphiquement exceptionnel, mais on n'est pas là pour ça. En fait, on n'est pas là, on est là plus pour l'histoire qu'elle raconte. Voilà. C'est ce qu'il faut faire, exactement. C'est ce qu'il faut faire. C'est aborder, proposer des débuts de solutions, mais ne pas donner de solution toute prête à l'emploi. Ça ne sert à rien. Il faut faire. Et ce début de solution va faire grandir la personne, elle va réfléchir sur elle-même, etc. Non, bah, et puis on n'est pas là sur le dessin, hein. On n'est pas là pour juger le dessin, de toute façon, hein. C'est partie vraiment de ces histoires où que. Bah, en soi, le dessin est très beau, c'est pas le souci, et pour une thématique sociétale, il se suffit en lui-même, hein. Il y a vraiment rien à dire là-dessus, hein. Et encore, il y a certaines planches qui peuvent quand même bluffer, moi je trouve. Il y a des planches où tu sors, tu vas un peu dans l'imaginaire, entre guillemets, c'est très chouette. Donc ça bouscule un petit peu aussi les codes du sociétal là-dessus, où il y a des moments un petit peu what the fuck, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool là-dessus. Donc voici pour ma façon d'aimer, le petit one-shot aux éditions Akata qui n'a pas fait, moi je trouve, tant de bruit, et je trouve ça bien dommage, parce que c'est un titre qui mériterait d'avoir un petit peu plus de lumière sur lui. Comme souvent les titres chez Akata, voilà. En sociétaux, ils sont trop forts de toute façon. Prochain titre, et là on va aller chez Vega Dupuis. Vega Dupuis, alors là c'est leur gros titre de l'année je pense pour eux, parce que c'est quand même un titre qu'ils ont annoncé en fanfare, et qu'ils ont annoncé avec de grandes pompes, et que j'avais quand même pas mal d'attentes dessus.
et que d'ailleurs, je sais que parmi d'entre vous, parmi des personnes entre vous, il y en a que certains qui l'ont lu et qui m'ont dit que c'était clairement une pépite. Hein. Je pense à Srim de mémoire qui en a parlé. Et le bouquiniste de Vega Dupuis, bah moi, m'a vraiment fortement surpris. Alors, pour l'instant, je dirais pas c'est une pépite, mais c'est un très bon titre. Voilà, c'est un très bon titre, le bouquiniste. Donc, pour ma part, je l'ai lu cet après-midi, c'est tout frais. Au moins, là, vraiment, je peux pas faire plus frais que ça. Concrètement, le bouquiniste, c'est quoi? C'est un jeune homme, voilà, c'est un... qui a travaillé dans un autre métier avant, qui a plaqué son métier et qui se décide à récupérer une librairie qui s'appelle la librairie Jugatsudo et qui, bah du coup, ça fait quand même quelques années qu'il gère cette librairie d'occasion parce que on dit bouquiniste, mais en fait c'est une librairie d'occasion. Où il va voir plein de personnes qui vont évoluer dans cette librairie, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, tout simplement. Et on va avoir vraiment un côté tranche de vie où bah, ce bouquiniste va échanger avec certains de ses clients et va tisser des relations avec les clients au fur et à mesure du temps, bien évidemment. Mais en même temps, on va voir le côté du travail du bouquiniste aussi, parce que, bah, en fait, bouquiniste, c'est pas juste on prend des livres, on les met dans les rayons, on attend que ça se vende. Non, loin de là, il y a vraiment tout un travail bah, par exemple, il va aller faire... il y a des personnes qui vont le contacter pour dire bah tiens il y a cette maison, ils font un déménagement, ils se séparent des livres, est-ce que vous voulez racheter des livres, etc. Donc c'est lui d'aller trier dans les maisons. Il y a aussi le côté nettoyer, on récupère des livres, on les nettoie, on les remet propres, on fait attention à ce qu'ils soient en bon état, etc. On trouve la valeur aussi parce que il y a des titres en occasion qui peuvent atteindre des valeurs vraiment beaucoup plus élevées selon l'auteur, selon la rareté, selon le nombre de tirages, etc., etc. Donc tout ça, ça va être abordé plutôt succinctement bien sûr, mais ça va être abordé quand même. Et de l'autre côté du coup du métier, bah forcément on a le côté, il est en mode bah je gagne pas très bien ma vie, mais en fait je vis de ma passion, donc en vrai est-ce que c'est si grave? Et aussi bah il y a la clientèle, des fois elle me saoule un petit peu parce que il y a toujours la clientèle qui demande d'aller pour aller aux toilettes, alors qu'en fait bah tu sais très bien que voilà toi t'es une librairie donc t'as pas forcément de toilettes quoi. Enfin bref, t'as plein de petites anecdotes comme ça dans tous les sens et le dur du titre, parce que là je suis toujours pas rentré dans le dur du titre, ça va être aussi tout simplement, on va parler littérature, tout simplement. Et encore littérature, pas forcément que littérature, parce que du coup il va aussi parler manga un petit peu, mais vraiment il va échanger littérature avec les clients, etc. Ils vont parler de leur ressenti sur des œuvres, un titre, ce qui peut aussi transmettre à une personne, un titre qui peut aussi engendrer des amitiés, etc. C'est vraiment le bouquiniste, c'est vraiment pour moi un titre où on considère que ce lieu est un lieu, bien sûr, où on achète et on vend des livres, mais c'est un lieu de vecteur social. Et c'est tout ça qui est intéressant, je trouve, dans le titre. Hein. Vraiment, ils vont aborder toutes ces thématiques-là, mais de manière sous-jacente. Genre, je trouve ça vraiment fou que dans un titre où on parle juste d'un mec qui vend des livres, je durcis le trait, mais vous voyez l'idée. Et bah du coup on a vraiment quelqu'un qui va arriver et qui va dire bah en fait et que lui-même s'en rend pas compte, mais en fait en vendant des livres il va créer des liens sociaux, il va aider des personnes aussi à prendre confiance en elles via des livres, etc., via des conseils. Il y a une remarque, il y a un moment où je trouve qui est vraiment très chouette et moi j'ai le même ressenti en tant que libraire, c'est vraiment en mode la cliente qui arrive, vous pouvez me conseiller quoi, mais genre sans détail, tu vois. Et toi, t'es toujours en mode, t'es en train de te creuser la tête en mode, qu'est-ce que je peux bien vous conseiller, sachant que je ne vous connais pas, je ne connais pas vos goûts, et bah du coup, un conseil peut impacter sur le fait d'une déception, mais aussi vraiment d'un amour pour un livre, ou aussi, bah tout simplement, bah en fait, si on foire notre conseil, bah la personne ne reviendra pas, tu vois. Ou alors, si elle aime le conseil, bah elle reviendra, tu vois. Ça, c'est toujours le côté un petit peu compliqué du métier. Et là, il le retranscrit vachement bien parce que vraiment, il y a un moment où bah, une jeune fille qui vient voir, vous pouvez me conseiller quoi? Et lui, il est vraiment en mode oh la vache, je sais pas. Vraiment, il se prend limite la tête en mode mais qu'est-ce que. C'est toujours la question que je déteste parce qu'on sait jamais vraiment quoi conseiller. Et je trouve c'est tellement vrai. Voilà, je trouve ça vraiment chouette qu'ils aient retranscrit un peu ce sentiment-là du bouquiniste. Donc moi, en tant que libraire, forcément, j'ai plus d'attrait sur ce genre de titre.
Mais en tant qu'extérieur, juste en tant que passionné de lecture, je pense qu'on peut vraiment trouver notre compte. C'est hyper intéressant, ça permet de voir un peu l'envers du décor aussi. Donc moi il y a des choses où forcément c'était... Je me dis bah au Japon, en France, même combat. Voilà. Tu ranges les livres, etc. Bah c'est même combat là-dessus. Mais tu vois vraiment des choses qui sont vraiment très intéressantes dans l'ensemble. Donc pour moi c'est un très bon titre. Si vous avez aimé Jimbocho Sisters, bah forcément... Ou... ouais non, Jimbocho Sisters, vous allez forcément aimer le bouquiniste. On a vraiment ce côté un petit peu... On a ce côté pas forcément carpe diem, parce que le personnage principal est quand même un personnage qui est assez atypique, je trouve. C'est quelqu'un qui est vachement tranquille. Voilà. Merci beaucoup. C'est bien, je peux vous conseiller de suivre Delcron sur Twitch. Il m'a souvent fait acheter des titres que j'aurais pas acheté à la base. C'est vrai que le banquier de Doc m'en veut un petit peu, mais en soi, c'est pas ma faute. Je ne suis que la personne qui propose des titres, je ne suis pas la personne qui possède la carte bancaire. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça peut être aussi une bonne chose à faire. Bref, pour le bouquiniste, c'est très très chouette. Très bonne surprise. C'était à 2 doigts du coup de cœur. Voilà, à 2 doigts du coup de cœur. Il manquait un tout petit truc pour que ça soit coup de cœur. J'aurais vraiment aimé que ça rentre un petit peu plus dans le dur du métier de bouquiniste, avec les côtés offre, enchère, etc. Je pense que ça va arriver par la suite. Voilà. Tu viens d'acheter Nikuko de Village de Pêche à cause du précédent live. Oh, trop bien. En plus, c'est juste terminé en 2 tomes, quoi. Donc, 2 ou 3 tomes de mémoire. Donc, chez Renard Doré, de toute façon, Renard Doré, c'est trop bien. Bref. C'est de la pub gratos, mais lisez Renard Doré, c'est trop bien ce qu'ils font. Mais ouais, Nikuko, c'était chouette aussi. J'avais présenté dans un précédent live. Et de toute façon, comme d'habitude, si vous avez raté les lives, tous mes lives sont disponibles en rediffusion sur YouTube. Voilà. On le dit jamais assez, mais YouTube est toujours là. Je crois que le lien fonctionne toujours normalement. Voilà. Trouvez le bouquiniste plus proche du maître des livres chez Komiku. Je ne l'ai pas lu, le maître des livres. Mais moi j'avais l'approche de Jimbocho Sisters vis-à-vis du quartier, parce que on est littéralement dans le quartier de Jimbocho, encore une fois. Et ça parle de Jimbocho, du coup. Donc c'est pour ça. Après Jimbocho Sisters, il y a le côté sociétal entre les sœurs, qui est très présent. Mais je parle vraiment du premier tome de Jimbocho, où on a vraiment le côté aspect, elle reprend la librairie, etc. etc. Donc elle apprend le métier. Mais j'ai pas lu le maître des livres, donc faudrait que je m'y penche à l'occasion. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais Komiku c'est compliqué en ce moment. On va voir comment ça va se passer avant d'aller voir chez Komiku. Mais voilà. Si vous n'êtes pas au courant, je vous laisse vous renseigner. C'est un peu compliqué pour Komiku en ce moment. C'est pas forcément le but premier du live de ce soir. Et dernière nouveauté du mois, qui là, j'avais de l'attente. Mais j'avais de l'attente pas quand j'ai vu le titre arriver, mais quand j'ai vu l'autrice arriver. Love is a Boxing Ring de Kaori Ozaki. Alors, Kaori Ozaki, cela ne vous parle sûrement pas, pour être franc. Voilà, je vais être franc avec vous, je pense pas que ça va vous parler. Et les titres que je vais vous dire de la même autrice vont peut-être pas vous parler non plus. Et c'est plutôt normal, elle a fait des titres, elle a fait Mermaid Prince. Et elle a fait un titre qui, moi, m'a beaucoup porté il y a quelques années, c'était Golden Ship, terminé en 3 tomes aux éditions Delcourt Tonkam. Et elle revient chez Delcourt Tonkam, du coup, avec Love is a Boxing Ring, un petit peu dans les thématiques similaires. Elle aime beaucoup aborder des thématiques souvent sociétales sur fond de romance. Golden Ship était cool, je te confirme, moi j'ai adoré Golden Ship. Et je me suis dit, bah forcément, je vais avoir envie de retourner sur un Love is a Boxing Ring, voilà. Ne vous fiez pas à la couverture, l'arrière de couverture. La boxe n'est clairement pas la thématique principale de ce titre. Malgré le fait que le titre est de... Voilà, on pourrait croire que c'est un titre de boxe, pas du tout. C'est un peu parlé, mais histoire de dire quoi. Ça, concrètement, Love is a Boxing Ring, ça va parler de quoi? On a vraiment le côté estival, vraiment, de cette série. Elle tombe en au meilleur moment, je trouve aussi. Lui aussi Golden Ship, mais je m'en souviens plus si j'ai aimé ou pas. Ah, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Concrètement, dans Love is a Boxing Ring, on va suivre majoritairement un personnage principal qui s'appelle Nishiko.
donc, qui est une femme qui a la trentaine, voilà, la trentaine un peu passée. Elle rentre sur l'île, sur son île natale, parce que son père est sur le point de décéder. Donc elle rentre pour pouvoir accéder, enfin assister au dernier moment de son père. Et en rentrant sur l'île, déjà, premier réflexe, c'est ce qui est assez marquant dans le titre, je trouve. Non, c'est pas du badminton comme dans Blue Box. C'est qui est assez marquant, c'est que déjà dans les premières planches, et là je peux le dire, pour moi ce n'est pas du spoil parce qu'on l'a littéralement sur la couverture, on passe d'une jeune femme qui a les cheveux longs mais vraiment en dessous les épaules, là elle se coupe les cheveux. Donc quand c'est comme ça, on sent qu'il y a un nouveau départ, elle cherche à faire un nouveau départ mais on sait pas de quoi, voilà. En tandem de ce personnage-là, on va avoir un autre personnage qui va être très important dans l'histoire, qui va être Shimaki. Shimaki, c'est un jeune homme qui a la vingtaine, voilà, qui a grandi sur l'île, qui a toujours été sur cette île, qui travaille à l'épicerie du village, hein, voilà. Et ouais, alors elle a trop chaud, attends, elle sort de Tokyo, elle va sur une île. En général, Tokyo, tu crèves plus que quand tu vas sur les îles, mais bon. Mais ta théorie tient la route, Doc. Et du coup, Shimaki, donc je disais, c'est un jeune homme qui a la vingtaine, qui lui est natif de l'île, qui est jamais trop sorti de l'île, il va sur l'île principale qui est à côté, de temps en temps, mais voilà, c'est pas... c'est vraiment le natif de l'île par excellence. Il travaille à l'épicerie du coin, il connaît tout le monde, de toute façon sur les petites îles, tout le monde se connaît, voilà, c'est pas bien compliqué. Et quand elle débarque, il tombe fou amoureux de Nikoko. Là-dessus, il y a Nishiko. On a dit Nikoko au port de pêche tout à l'heure. Non, c'est Nishiko, pardon. Il va vraiment tomber fou amoureux d'elle. Le problème, c'est que on se doute bien qu'il y a des thématiques sous-jacentes qui vont être très importantes. Nishiko, c'est une jeune femme qui vient d'arriver. Concrètement, son père est décédé très peu de temps après son arrivée, parce qu'il était vraiment mourant. Donc elle se retrouve un peu toute seule sur cette île. Elle connaît personne. Elle récupère la maison de son père et puis elle vit au jour le jour, voilà. Elle récolte un petit peu des fruits et légumes dans son jardin, mais c'est pas la folie, quoi. Et en fait, lui, Shimaki va tout faire pour essayer de lui rendre service parce que le but c'est d'aller la voir parce que il est amoureux d'elle, donc en fait il essaie de se rendre utile, tout simplement. Chose que elle apprécie, voilà, mais sans plus. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui traîne, tu vois. On sent que vis-à-vis déjà des regards des habitants sur Shimaki, donc le jeune homme, on sent que déjà que lui, il a un bagage, parce que il est hyper heureux, hyper enjoué en permanence, et à chaque fois on lui dit non, t'es un incapable, etc., oublie pas ce que t'as fait, etc. Donc il a quelque chose, il a un bagage lourd, on sait pas trop quoi. Et elle-même, elle réfléchit en mode, mais en fait, j'ai quitté Tokyo un peu à l'arrache, mais en même temps, comment je pouvais savoir qu'il était marié? Voilà, vous voyez un peu l'idée où on va en aller. Tout le monde a des casseroles. Eux deux, ce sont deux personnages qui ont des casseroles aux pieds qui se les traballent en permanence. Et le but de ce titre, c'est que ils vont essayer, on va apprendre un petit peu le passif de Shimaki sur l'île, et en même temps, elle, son histoire, pourquoi elle a quitté Tokyo, etc. Donc, comme je dis toujours, c'est deux titres où on va souvent... Enfin, ça c'est terminé en deux tomes, pardon. Mais c'est souvent des titres avec Ozaki Kaori qui ont une première lecture, souvent une romance plutôt... Je vais pas dire classique, mais euh, plutôt positive, voilà. Mais où on va avoir plein de sous-thématiques sociétales avec des histoires qui vont débarquer de chaque personnage secondaire ou principaux, et qui vont rajouter du corps à l'histoire. Et là, c'est encore une fois, ça a super bien marché. Au début, je me suis dit, tiens, le personnage de Shimaki est très bizarre, parce que il est vraiment... genre, c'est pas un hyperactif, mais pas loin, quoi. Il part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe? On va vite comprendre pourquoi. Voilà, on va vite comprendre pourquoi. Les cases qui sont au début un petit peu volontairement chaotiques vont s'ajuster au fur et à mesure de l'histoire. Et tout... Je vais pas dire tout va se résoudre, mais en tout cas, on va avoir une solution à chaque question qui vont être soulevées, on va avoir une réponse, voilà. Donc c'est un titre qui est trop bien fait, encore une fois. C'est un coup de cœur pour ma part. Love is the Boxing Ring. Encore une fois, l'autrice, elle a réussi à me surprendre dans un titre qui se veut... qui semblait plutôt conventionnel au premier abord.
On se fait surprendre par les thématiques qui en découlent, on se fait surprendre par tous les personnages qui prennent vie extrêmement vite. On a là vraiment l'amie d'enfance qui est présente sur l'île de Shimaki, qui, voilà, qu'on sent qu'elle a des sentiments pour lui, mais elle a le béguin pour lui, mais elle n'ose pas lui dire. On a d'autres personnages qui vont... On a la grand-mère qui est là, on a la mère aussi du jeune homme qui est là aussi. Tous ces personnages-là ont une raison d'être dans cette histoire, et ils apparaissent pas juste en arrière-plan pour faire plaisir, juste pour dire « Ah bah c'est bon, il a une famille ». Non, ils auront une vraie raison dans l'histoire, ils auront un vrai moment à eux. Et le tout en 2 tomes, je trouve, c'est un tour de force. Vraiment, sortir une histoire en 2 tomes avec autant de plot twists mineurs, on va dire, autant de révélations, je trouve c'est un tour de force, encore une fois. Et Kaori Ozaki, bah, à chaque fois, elle me surprend. Dans Golden Ship, elle m'avait très fortement surpris. Et bah du coup, encore une fois, elle a réussi à remettre le couvert, et je trouve c'est vraiment assez brillant ce qu'elle a pu faire. Voilà. Donc, si j'ai... Et en plus, là, en termes de thématique, on est en plein juillet, on est en pleine romance de l'été, on est sur une île qui ressemble un petit peu aux îles insulaires, j'allais dire. Aux îles classiques un petit peu pendant la saison estivale, etc. Au Japon, concrètement, voilà. Allez mon banquier, je l'appelle, on est dimanche, et alors? Ou alors je veux pas... Bah, non, mais maintenant t'as une ligne directe avec ton banquier à force de cracher l'argent en plein live tous les dimanches. Il est habitué, je pense. Donc voilà qui va clôturer les 4 nouveautés. Restez bien parce qu'il y a encore les 4 lectures récentes qui arrivent. Donc mes 4 nouveautés, mes 4 envies du mois de juin, et non pas du mois de mai. Petite coquille dans mon document, ça peut arriver. Donc je vous ai parlé des Années Bleues, histoire terminée en 2 tomes aux éditions Casterman, au label Saka. Je vous ai parlé du One Shot, Ma façon d'aimer aux éditions Akata. Je vous ai parlé du Bouquiniste tome 1 aux éditions Vega Dupuis, collection Alpha. Et enfin, je vous ai parlé de Love is a Boxing Ring, terminé en 2 tomes également, comme les Années Bleues, mais cette fois-ci aux éditions Delcourt Tonkam. 4 titres très sociétaux, hein. Vous en conviendrez. Je suis dans ma phase sociétale. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Ça n'empêche qu'après, vous aurez d'autres titres qui vont être un peu différents sur mes lectures récentes. Vous inquiétez pas, il y en aura pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un de ces titres du coup qui vous donne envie, comme d'habitude? N'hésitez pas à me dire. Est-ce que... Je crois que Doc a l'air plutôt chaud sur Love is the Boxing Ring. Moi perso, vraiment, ça fait partie de ces titres qui, à chaque fois, cette autrice me surprend. Bouquiniste de Jalu est très très bien, bah bien sûr, Srim, tu l'avais déjà acheté bien. Déjà partagé en plus sur le Discord, en plus t'en avais déjà échangé dessus sur le Discord. Donc je vais remettre le lien du Discord comme d'hab, on sait jamais. Mais le Discord est toujours là pour discuter de nos lectures, sans spoil bien évidemment. On essaye de faire ça propre, merci bien. Sinon je viens de mettre dans mon panier Ma façon d'aimer Love is a Boxing Ring. Le dernier a été ajouté à ma liste, et en plus je savais pas que c'était un titre fini en 2 tomes. Si, c'est terminé en 2 tomes. C'est encore une fois la force de l'autrice là-dessus, hein. Elle est trop forte pour les séries courtes. Hein. Et moi, du coup, vous savez mon amour pour les séries courtes. Bon, bah, forcément, j'ai envie de trust un petit peu cette autrice, et encore une fois, elle m'a pas déçu. Elle avait fait un autre titre également. Kaori Ozaki, qui était un autre one-shot, mais le titre m'échappe. Mais en tout cas, voilà, vraiment pour vous dire, elle est habituée dans les séries courtes. Donc, est-ce que je l'ai, là? Normalement, je les ai tous de cette autrice. Là, j'ai mon petit Golden Ship qui est là. Voilà, petit Golden Ship fini en 3 tomes, de la même autrice. J'ai le Mermaid Prince qui est là. Voilà, ça vous permet de les voir en même temps, ils existent. Hein. Et ah oui, alors Summer Holiday. Ah, c'était peut-être le... C'était peut-être celui que j'avais le moins aimé, alors Summer Holiday. Voilà. C'est peut-être celui-là que j'ai le moins. Parce que du coup, je l'avais trouvé un petit peu trop niais. Mais je m'entends très beau, par contre. C'est un très beau titre, mais un peu trop niais pour moi. Mais Mermaid Prince, c'était très très chouette également. Vraiment, lisez cette autrice. Ça vaut le détour. Et c'est pas souvent que je parle de cette autrice. Là, j'ai un peu d'actu pour la remettre en avant. Donc j'en profite. Et on va passer... on va passer à mes lectures récentes. Mes lectures récentes, une sélection de 4 séries, encore une fois, dans mes lectures récentes. Et il y a du beau monde. Mes lectures récentes, voilà.
Le pitch était intéressant, mais pareil, il manquait un petit truc. Ouais, dans Summer Holiday, je suis assez d'accord. Donc, il y a 2 séries qui se sont terminées, que sont Jimbo Sisters. Je vais pas vous faire l'affront de vous le représenter entièrement. Vous connaissez parfaitement la série, j'en ai déjà suffisamment parlé. C'est mon gros coup de cœur de l'année 2024. C'était mon top 1 2024. La série s'est terminée. Je voulais juste en reparler une dernière fois. On en reparlera plus tard parce que Jimbo est incroyable. Mais voilà, c'était aussi pour marquer le coup. Quand je dis qu'elle s'est terminée récemment. Je suis pas forcément à jour, mais c'est terminé récemment. Kaina of the Great Snow Sea, pareil, c'est une série qui s'est terminée récemment, donc je voulais aborder, qui est une série, elle est terminée en 4 tomes aux éditions Pika. Je me suis mis dans Swinging Dragon et Tiger Boogie, je vais vous en parler après, parce que franchement j'ai trouvé ça très chouette. Et ça sera terminé en 6 tomes en plus chez Mangetsu. Là la série est en cours en France avec 4 tomes. Et enfin, vous avez dû le voir sur Discord, mais j'ai eu la chance de récupérer des tomes de Hikaru no Go. Et forcément, fallait que je me remette dedans. Voilà. Hikaru no Go, je vais en parler après, mais c'est une licence qui est très spéciale à mes yeux. Voilà, c'est très spécial aussi à mes yeux. Bah, Oromi aussi, oui, de la même autrice qui vient de se finir aussi chez Mangetsu, de Keitume. Et oui, Deep Crown, qu'il est un manga de musique. Alors, je vais en parler après, mais oui, il y a des exceptions. Ça peut arriver. Vous connaissez mon amour des mangas de musique. Mais il y a des exceptions, voilà. C'est marrant parce que du coup, je connais d'autres personnes qui m'ont dit « Mais tu dis un manga de musique, toi ?» Oui, mais il n'y a pas que de la musique. Bref. Oh. Il a changé. Vous me ferez toujours pas lire d'autres types de musique. Hein. Il y a d'autres types de musique que j'ai déjà lu que je peux pas voir. Hein, tu vois, genre un Caroline Tuesday, c'est pas possible à lire, tu vois. En animé, c'est très chouette, mais c'est pas possible à lire. Mais non, là, il y a quand même un truc qui va... Bref, allez, on en reparle après. On commence par Jimocho Sisters. Bon, Jimocho Sisters, on va la faire courte parce que c'est vraiment, comme je disais, c'était vraiment pour l'occasion d'en reparler. La série est terminée en 6 tomes. La série était très chouette, du point A au point B. Il y a très peu de... Franchement, dans l'ensemble, j'étais vraiment très chouette. Ouais, j'ai trouvé... Je sais, Doc, Son of Vinyl, il m'attire. Voilà, il m'attire. Peut-être qu'à l'occasion, si j'ai l'occasion... Ah, je sais plus. Mais oui, ça fait partie de ces titres qui m'attirent beaucoup. Son of Vinyl. Donc l'esthétique. Ça me donne envie. Bref. Jimbocho Sisters, du coup... Le pitch rapide, entre guillemets, parce que c'est un titre, comme je disais, que j'ai déjà lu plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté plusieurs fois aussi, donc je vais pas vous faire l'affront de le représenter en entier. Concrètement, c'est 3 sœurs dans le quartier de Jimbocho qui reprennent la boutique de leur grand-père qui était bouquiniste. Il est décédé, le grand-père le cède à leur père. Mais le père, lui, il travaille aux US. Et du coup, bah, il est en mode, bah, ça m'intéresse pas concrètement. Donc, une de mes filles va reprendre l'affaire. Et ça va être la fille, donc c'est 3 sœurs. On a l'aînée qui est journaliste dans des revues d'architecture. La cadette, enfin la Benjamine, pardon, qui elle bah, est encore à l'école. Donc bah, c'est celle du milieu qui s'y colle parce que bah, de toute façon, elle se plaisait pas trop dans le boulot classique. Donc elle va commencer à apprendre le métier bah, sur le tas, hein, littéralement, en train de récupérer les livres. Et pour l'aider, elle va être conseillée par un autre bouquiniste du quartier qui, lui, initialement était là de manière intéressée, cherchait vraiment des titres en particulier, d'un auteur en particulier. Mais au fur et à mesure, les relations vont se lier, vont se tisser, et c'est un titre qui va plus... Au début, on part vraiment du côté du bouquiniste au travail, etc. Avec cette sœur en particulier, mais chaque sœur va prendre de l'importance, et on va voir les thématiques sociétales qui vont en découler. Des amours à sens unique, des amours interdits. Elle qui... La gérante de la librairie d'occasion qui est plutôt... pas intéressée par qui que ce soit, enfin bref, voilà. Chaque sœur va pouvoir développer son histoire, et en même temps, on va avoir le côté quotidien, voilà, des bouquinistes, avec aussi un petit peu de cuisine, hein, faut dire ce qu'il y a quand même. Très chouette, j'ai vraiment un super tranche de vie en 6 tomes que j'ai absolument adoré, et de long en large, en travers, vraiment ça a été un énorme coup de cœur, et ça reste un énorme coup de cœur pour moi. Ça fait partie de ces séries qui ne quitteront jamais ma Mangatech, voilà, c'est dit.
Aucune raison de m'en séparer, et ça fait partie de ces titres que ouais, je vais garder ad vitam aeternam dans ma mangatech, hein. Là, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc, un énorme plaisir du début à la fin. Et ouais, voilà. Pas besoin d'en dire plus, je pense. En vrai, sur ce Jimocho Sisters. Lisez-le si vous avez l'occasion. C'est vraiment un titre qui vaut le détour, je trouve. Si vous cherchez un tout petit peu de sociétal. Il peut faire écho à Valsa 3 sœurs, voilà, qui est aussi qui est extrêmement chouette, mais qui est beaucoup plus long à sortir. D'ailleurs, un nouveau tome de Valsa 3 sœurs qui va apparaître cette année. Bref. Mais voilà, ça fait partie de ces titres que je trouve sont très très chouettes. Et ça m'a vraiment lancé un petit peu dans l'univers de Keitume, qui était une autrice qu'on avait un petit peu perdue, qui était plus connue. Oui, nouveau et dernier de Valsa 3 sœurs. Ça fait du bien, entre guillemets, parce que voilà, au moins on n'aura plus d'attente sur Valsa 3 sœurs. Donc, mais ça, on en reparlera quand ça sortira, vous inquiétez pas. Je referai un point dessus parce que c'est un titre que j'attends également énormément. On passe au suivant. D'ailleurs, ça me fait penser. Oui, je les vois de là, c'est bon. C'est ce genre de trucs, il y a des manches, je les ai toujours. Oui, je les ai toujours. Ils sont là-haut. On passe au titre suivant. Alors, là, ça va être un petit peu ma petite douche froide, voilà, je le dis tout de suite. Kaina of the Great Snow Sea. C'est une histoire qui a été publiée aux éditions Pika. Au dessin, on a Itoe Takemoto qui n'est pas connu. Je pense qu'il a été un assistant de Nihei. Ou il a travaillé avec Nihei, je ne sais pas. Et on a au scénario Tsutomu Nihei, donc l'auteur de Blame, l'auteur de Biomega, l'auteur de beaucoup trop de titres que j'aime, de Tower Dungeon plus récemment, voilà, qui sont majoritairement tous chez Glénat. Mais Kaina of the Great Snow Sea, c'est un titre que du coup, bah, il m'est un peu tombé des mains. Ça finit en 4 tomes. On est dans un espèce d'univers imaginaire, toujours un univers extrêmement étendu. Voilà, c'est toujours Nihei, hein, de toute façon, il adore les univers extrêmement étendus. On suit dans un monde où toutes les terres, il y a quasiment plus de terre, en fait, il reste que des neiges, et en fait, bah, pour survivre, les humains ont commencé à embarquer sur des espèces d'énormes arbres, voilà, d'énormes qu'on appelle la canopée. Et du coup, il y a une espèce de, là on le voit bien d'ailleurs, il y a plusieurs espèces d'arbres géants qui sont reliés entre eux par des membranes, voilà, concrètement. On va suivre un garçon qui s'appelle Kaina, qui est une espèce de chasseur, éclaireur, etc. Porteur de messages, et qui va rencontrer une jeune fille qui est un peu mystérieuse, qui va se révéler être la princesse d'un royaume voisin, qui se fait attaquer et à chercher du secours, tout simplement. Donc lui, il va y aller, il va donner un coup de main, et ils vont survivre ensemble tous les deux. Ils vont essayer de sauver un peu le royaume de cette jeune fille. C'est un univers qui est chouette, c'est rempli d'animaux, de faune, de flore qui est assez grandiloquente, comme d'habitude, mais j'ai trouvé le titre extrêmement creux, pour être franc. Moi, j'ai pas adhéré à la proposition de Pika là-dessus. Je l'avais pris, bien sûr, parce que j'ai vu, c'était Tsutomu Nihei. Je l'ai vu au scénario, je suis bon, le titre va être moins fort. Le titre a été moins fort. Le titre a mis beaucoup de temps, je trouve, aussi à sortir. Pour 4 tomes. Je crois que ça fait quand même quasiment plusieurs années pour 4 tomes. Donc j'ai été surpris, mais pas forcément dans le bon sens. Et je trouve que dans l'ensemble, autant le tome 1 était chouette, autant on s'y perd. Il y a juste beaucoup de bastons pour pas grand chose. C'est assez décousu par moments. Comme d'autres titres de Nihei, hein, bien sûr. Hein. Tu prends un Impossible, c'est très décousu. Mais bah c'est, je sais pas, j'ai pas adhéré au titre. Donc malheureusement ça arrive. Et comme je dis toujours, on n'est pas là que pour parler des titres qui nous ont plu, on est aussi pour parler d'autres titres tout simplement. Donc Kaina of the Great Snow Sea, concrètement je vais faire l'impasse. Si vous voulez le lire, de toute façon il va falloir vous dépêcher à mon avis, parce que vu le non-succès de la série, Pika va bientôt le mettre en arrêt de com, hein, faut être réaliste. Donc si vous voulez vous le procurer et voir ce que ça vaut quand même, parce que si vous aimez Nihei, je comprends que vous aimez Nihei, et vous devez aimer Nihei de toute façon, je vois pas où le problème, enfin bref. Et bah c'est intéressant de voir comment son univers peut s'étoffer dans un autre genre. Là en ce moment il est en train de faire un Tower Dungeon qui je trouve est absolument un banger absolu.
J'ai dit absolument banger absolu, qu'est-ce que vous allez faire? Mais en dehors de ça, il a plein d'univers qui sont plutôt chouettes les uns les autres. C'est toujours intéressant de voir un de ces univers qui se développe sur le papier. Donc je suis content de l'avoir lu, mais en même temps, ça fait pas partie de ces titres malheureusement que je vais conserver, alors que je suis fan de Niei. Voilà. J'ai vraiment pas ressenti sa patte là-dessus. Donc voilà, je voulais le présenter, la série est terminée, au moins. C'est un titre que, comme j'avais déjà présenté le tome 1 à l'époque, je voulais au moins retourner dessus pour clôturer, entre guillemets, l'arc Kaina. Donc au moins, c'est fait. Ce qui va me permettre d'enchaîner sur le prochain titre, qui, là, est un coup de cœur, du coup. Swingin' Dragon and Tiger Boogie. Oui, j'ai un coup de cœur sur un manga de musique. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, j'ai pas envie de provoquer ou quoi que ce soit, mais vraiment, je suis le premier à me faire surprendre. Mais il y avait des pistes qui allaient me dire que c'est un titre que j'allais apprécier, malgré la thématique musicale. Voilà. Il va neiger demain. Non, demain c'est canicule. Swingin' Dragon and Tiger Boogie aux éditions Mangetsu. Alors, c'est un titre qui sera terminé en 6 tomes. Il a été annoncé comme terminé en 6 tomes. Là, actuellement, en France, on a 4 tomes de parus. Je suis à jour, donc j'ai lu les 4 tomes. Pour vous dire à quel point je suis à fond dans la série, hein. C'est pas souvent que je suis à jour sur des séries. L'auteur Kuku Aida, je ne le connaissais pas, pour être franc. Et il apporte un trait qui est très chouette. Mais c'est surtout important de dire que le titre est supervisé par de mémoire, c'est un historien. Voilà. Donc Mamoru Otoya. Le titre est supervisé par quelqu'un qui a une culture forte, une histoire, une connaissance forte dans le moment historique dans lequel l'histoire se déroule. Parce que c'est là où le titre m'a parlé aussi. Le moment historique de l'histoire. On est à l'an 26 de l'ère Showa. L'an 26 de l'ère Showa, ça vous parle peut-être pas, mais quand je vous dis l'an 26 de l'ère Showa, ça correspond en 1952. 1952, au Japon, bah, le territoire est sous occupation américaine. N'oubliez pas que le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc on est sous occupation américaine. Et forcément, il y a le côté Seconde Guerre mondiale historique qui me parle beaucoup. Et donc ça, déjà, c'était un premier critère qui m'a beaucoup intéressé. Le second critère, c'est que, bah, autant je suis pas fan des mangas musicaux, autant j'aime le jazz, en fait. Et alors, ça veut pas dire que je vais aller lire un... et là, certains vont péter un câble, parce que voilà. Un Blue Giant, voilà. Je suis pas attiré par un Blue Giant, mais par contre, sur un titre avec une thématique historique, sociétale, sous fond de jazz, bah là, je vais trouver mon bonheur. Et là, j'ai vraiment trouvé mon bonheur. Donc, Swingin' Dragon and Tiger Boogie, concrètement, c'est quoi? On va avoir une jeune fille qui s'appelle Tora, qui habite une petite ville de Fukui, qui la quitte un petit peu précipitamment pour aller à Tokyo. Le but, c'est qu'elle retrouve une personne en particulier, parce que cette personne a quitté Tokyo, voilà. Et cette personne était surtout l'amoureux de sa sœur. Et depuis qu'il est parti, sa sœur, elle n'est vraiment plus que l'ombre d'elle-même, elle n'arrive pas à s'en remettre, elle est limite amnésique, c'est vraiment devenu très compliqué. Voilà. Elle va essayer de trouver, du coup, une certaine personne qui s'appelle Tatsuji Odajima. Et allez-y, unfollow. Allez, unfollow. Non, mais j'entends. Un jour, peut-être, je dirais Blue Giant. Un jour, peut-être, voilà, je l'ai dit, clippez si vous voulez. Trop long, en fait, je sais pas, je suis pas attiré. Ah, laissez-moi. Du coup, je disais donc, elle va essayer de trouver Tatsuji Odajima, qui est sur Tokyo et a sa petite réputation dans le milieu musical, voilà. Il a un petit peu une réputation où c'est vraiment un mec qui joue extrêmement bien de la contrebasse. Et là, ça m'a parlé déjà. Donc, vous voyez à peu près les planches au début. Elle va le retrouver et elle va lui dire, bah en fait, depuis que t'as quitté ma sœur, c'est compliqué, quoi. Et lui va lui dire, de qui tu me parles? Je ne connais pas ta sœur, je ne sais pas ce qui c'est. Et elle va lui raconter l'histoire, en fait, parce que lui-même, depuis qu'il a quitté Tokyo, il a eu un énorme choc. Et en fait, il est devenu amnésique.
D'où le fait qu'il a quitté, en fait, il est parti de chez sa sœur. On sait pas pourquoi, mais concrètement, au début, ils vivent dans la misère, hein, vraiment, on est sous occupation américaine, c'est le bordel à Tokyo, ils vivent dans les bas quartiers, concrètement, voilà. Donc c'est ça qui va un petit peu, en tant que compagnon d'infortune, ils vont tisser des liens. Et bah en fait, ils vont commencer à constituer un groupe de jazz, voilà, mais de vraiment un peu miteux, tu vois. Ils ont pris les premiers qui passaient dans le coin. Il y en a un qui sait jouer à peu près de la trompette, l'autre il sait jouer à peu près du saxo. Bon, bah allez, on va monter un groupe. Et Tora va être comme chanteuse parce qu'il se trouve que Tora a une très belle voix. Et bah en fait, ils vont essayer de monter un groupe ensemble. Voilà. C'est concrètement le quotidien d'un groupe de jazz qui va essayer de percer. Pourquoi? Parce que le but, c'est s'ils récupèrent de l'argent, ils vont réussir à faire venir la sœur de Tora à Tokyo et entre guillemets de faire se retrouver les deux tourtereaux un petit peu amnésiques pour essayer de provoquer un choc entre eux, pour essayer qu'ils se rappellent l'un de l'autre. Voilà, pour que ça arrête d'être dans cette situation. Le titre a beau avoir des motivations plutôt classiques, hein, voilà. Je trouve que il est hyper bien foutu. J'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. On a vraiment les Américains qui sont là en conquérant en permanence, et en même temps avec les mafias qui se développent, qui collaborent avec les Américains. Et avec aussi, bah, tout simplement, c'est un peu cette misère omniprésente. Je trouve que le titre est rudement bien ficelé dans l'ensemble pour les 4 premiers tomes. Je suis très très curieux de voir ce que ça va donner quand ça sera terminé. Comment ça va se terminer. Là, on a au 4e tome, on a des pistes sur comment ça peut se terminer. Ça peut se terminer très bien comme ça peut se terminer très mal. Voilà, je le dis tout de suite. Donc je suis hyper curieux de voir. Mais c'est un titre qui vraiment met, je vais pas dire met la banane, mais en tout cas qui est hyper rafraîchissant, je trouve. Le trait parce que on dit, il y a des planches qui sont assez folles dans plein de titres, bien sûr, mais là, je trouve que vraiment, il y a des moments où ça pulse, ça envoie, tu vois. Et comme il n'y a pas besoin de connaître les morceaux, parce que ce sont des morceaux qui ont existé, bien sûr, mais il n'y a pas forcément besoin de connaître les morceaux, je trouve que il est plus accessible, voilà, qu'un titre classique de musique, où on va demander de connaître les morceaux, etc. Là, je connais aucun morceau, mais pourtant, bah, je trouve que ça passe bien, tu vois. Je suis pas là en train de kiffer les planches, attention, hein, mais ça passe bien. Alors pourtant, en général, les planches de musique, les planches où les gens sont en train de jouer, je suis un peu en mode, allez, go next. Là, non, je m'attarde un petit peu, j'essaie de voir les ombrages, etc., comment il a fait. Le trait change vraiment un petit peu, et puis ouais, le côté historique m'attire beaucoup. Donc dans l'ensemble, c'est un coup de cœur pour Swinging Dragon and Tiger Boogie. J'avais un bon feeling dès que j'ai vu la sortie du premier tome à l'époque. Et bah, au fur et à mesure que je lis les tomes, je confirme que c'est un coup de cœur. Donc très très hâte de voir ce que ça va donner jusqu'au bout. Et puis on en reparlera à sa fin. Voilà, tout simplement. Et on en reparlera dans le bilan de l'année 2026 hein, également. Hein. Je pense qu'il sera bien placé. Peut-être que d'autres titres vont l'éclater entre deux. Mais en tout cas, il a toutes ses chances dans mes lectures de l'année, parce que même si je crois qu'il est sorti il est sorti l'année dernière, je l'ai concrètement lu cette année, j'ai découvert cette année, donc voilà, je m'y prends sur le tard, mais mieux vaut tard que jamais, voilà. Et enfin, alors là c'est un titre très 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 particulier à mes yeux, et j'insiste sur le très 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 particulier à mes yeux. Je vais vous parler d'Hikaru no Go. Alors, ouais, avril 2025, voilà, donc c'était bon l'année dernière, mais bon, bref, dans l'idée, dans le bilan, dans les séries, les lectures récentes, il sera haut. Voilà, pas dans les nouveautés, mais dans les lectures récentes, il sera haut. Hikaru no Go. Hikaru no Go, je pense que beaucoup de monde connaît le nom, mais je pense que pas grand monde a lu Hikaru no Go. Je me trompe peut-être, voilà. Concrètement, Hikaru no Go, je vais vous le dire dès le début, c'est mon premier manga. Il y en a plein qui ont commencé avec Dragon Ball, il y en a plein qui ont commencé avec Bleach, il y en a plein qui ont commencé avec One Piece, voilà, pour les entre guillemets plus récents. Mais Hikaru no Go, moi c'est mon premier manga. Donc forcément, il a une place qui est très particulière. D'ailleurs, premier manga Hikaru no Go, deuxième manga auquel j'ai débuté, Monster, de Urasawa. Donc on va pas commencer avec n'importe quoi, hein, attention, ça rigole pas. Non, je plaisante, mais en vrai, j'avais aucune notion de ce que je tenais dans les mains à l'époque, et en vrai, avec le recul, je me dis que c'est fou.
J'ai lu l'année passée, je me suis pas trop aimé malgré de bonnes qualités. Ouais, bah moi j'ai le côté nostalgique qui va parler, hein, je vous le dis tout de suite. Vu que c'est mon premier manga, c'est un peu mon manga doudou. Hein. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que bah, j'ai réussi à récupérer la première série, quoi. Parce que là, je vous parle de l'édition Deluxe, parce que l'édition classique, elle n'existe plus. Mais j'ai réussi à mettre la main sur l'édition Tonkam, voilà. En entière, hein, parce que j'ai la série en entière, donc c'est une folie pour moi. Vraiment, c'est... Je crois que les gens se rendent pas compte à quel point cette série m'a mis dans le manga et m'a fait aimer le manga, parce que c'est le Go qui a été ma porte d'entrée pour le manga, et non pas l'inverse. Voilà, comme beaucoup de monde, je pense c'est l'inverse. Moi, c'est vraiment le Go qui a été, parce que j'ai joué un peu au Go dans mes années lycée, et qui a été ma porte d'entrée pour le manga. Ce qui est complètement improbable, quand on y pense avec le recul. J'avais... Voilà. T'as joué au loto après l'avoir reçu? Non, non, parce que je considère que j'ai déjà été hyper chanceux d'avoir mis la main dessus. Donc je n'ai pas joué au loto après l'avoir reçu. Il manquait 3 tomes, j'avais toute la série, mais il manquait les tomes 1, 2 et 6. Alors les tomes 1 et 2, tu les trouves facilement, je les ai trouvés d'occasion. Et le tome 6, quelqu'un me l'a trouvé, quelqu'un l'a vendu d'occasion, genre à 4 balles, je suis vas-y tant pis, on le prend. Pour quand même compléter la série, et je me suis remis dedans, et quel bonheur, bref. Concrètement, Hikaru no Go, c'est quoi? Le Go, déjà je vais resituer, le Go c'est l'équivalent de nos dames à nous. En fait c'est les dames japonaises. Ça se joue sur un plateau qui s'appelle un Goban, et c'est une compétition qui existe au Japon, le Go. Merci beaucoup Tantampier pour ton resub. 60e mois. Oh putain, 60e mois. Attends. Oh non, il n'y a plus rien qu'il faut que je... Quel enfer. Ah ouais, mais là, 60e mois. 50 subs. 5 ans, j'ai pas dit 50, j'ai dit 5 ans. 5 ans de subs. Merci beaucoup. Merci énormément pour le soutien depuis si longtemps tard l'époque, comme on dit. 5 ans, quoi. Mon dieu. Je suis un dinosaure du stream. Bref. Merci énormément, Tantamplier. Merci beaucoup. Donc je disais qu'à Runogo, initialement... Donc ouais, le Go. Le Go, ce sont les dames japonaises, ça se joue avec des règles très particulières, ça se joue avec un Goban. Et ce Goban, c'est le plateau de jeu voilà, que l'on voit de temps en temps. On a l'équivalent aussi des échecs au Japon, que nous on a nos échecs classiques, entre guillemets. Et eux, ils ont leurs échecs à eux, qui est le... Oh non, j'allais dire le Mahjong, mais non, mais pas du tout. Pas du tout le Mahjong, en fait, mais n'importe quoi. C'est clairement pas le Mahjong. Le Shogi, voilà. Ah, mon dieu. Juste confirmer, hein, c'est le Shogi. Hein. Oui, le Shogi, voilà. Ouf, mon dieu, ça a pris du temps. Hein. Donc voilà, ils ont leur propre jeu au Japon, et le Go est très important. Quand je dis très important, c'est que littéralement, t'as des compétitions, t'as des dan de Go, comme au karaté, comme au judo, t'as des dan, voilà. T'as des ligues professionnelles, et tu montes en dan. Et d'ailleurs, il y a une fédération française de Go, voilà, qui existe avec des gens qui ont des dan, etc. Donc ça existe toujours. Le Go, c'est un truc qui est quand même pas évident à prendre en main. Donc, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à vous renseigner, mais c'est un jeu qui est quand même assez particulier et assez complexe à prendre en main. Donc, voilà, je vais pas forcément m'étendre sur le jeu, mais ce qui est assez fou, c'est que c'est Obata au dessin. Donc, Obata, c'est le dessinateur, entre autres, de Death Note. Scénario Yumi Ota. Donc c'est toujours le même duo qu'on a l'habitude. Et le tout a été supervisé, parce qu'on n'en parle jamais assez, mais en fait cette série, elle a été supervisée par Umezawa Yukari et Yukari Umezawa. Donc le visuel, je sais, j'ai oublié ce visuel. Concrètement, ça a été une personne qui a été extrêmement populaire au Japon dans les années, je pense 2000-2005. Parce que elle a carrément des jeux PlayStation, donc c'était des jeux PSP, Xbox 360, et qui sont des jeux de Go, tout simplement. Donc elle a des jeux vidéo à son effigie. Donc pour vous dire à quel point, voilà, ça a été quand même très important. Alors attendez, je crois que j'avais encore une jaquette j'avais récupéré une jaquette pour vous la montrer, voilà. Donc voilà, elle a ce genre de jaquette.
Donc elle a été vraiment hyper importante, et du coup cette série a été supervisée par une professionnelle de Go de l'époque. Pour vous dire à quel point c'était quand même très sérieux. Énorme succès au Japon, hein, d'ailleurs, Hikaru no Go. Et bon succès en France, surprenamment. Donc, on se posait la question comment, parce que comment c'est possible que le Go soit un succès en France. Voilà, c'est très, très particulier. Et la réponse c'est que le titre a réussi à vraiment vulgariser le Go et à le rendre vraiment addictif, voire très attrayant et addictif. Dans l'histoire en elle-même, on va suivre du coup Hikaru. Voilà, il est dans le titre, hein, Hikaru no Go, Hikaru fait du Go, tout simplement. Qui va trouver dans une vieille remise une table de Go, et sur la table de Go, il y a une espèce de trace de sang. Je pense que c'est du sang séché, un truc comme ça. Et au moment où il touche cette table de Go, il y a un espèce de fantôme du passé qui en surgit. Et c'est le fantôme d'un personnage qui s'appelle Sai. Sai, c'était quelqu'un qui était extrêmement... vraiment un génie du Go, mais de l'époque. Donc, genre, de la période Heian. Donc, Heian, c'est du 8e au 12e siècle au Japon. Voilà. Il ne fait pas de Go. C'est marrant, ça, Doc. C'est drôle. Hikaru, no Go. Ok, j'ai. Bref. Et du coup, ce fantôme Sai va pouvoir librement parler avec lui, parce que c'est littéralement l'esprit qui va flotter à ses côtés en permanence. Et en fait, Sai, il lui demande un truc à Hikaru, concrètement, c'est: j'aimerais beaucoup rejouer une dernière fois. Et en fait, si possible, contre un adversaire fort, parce que, bon, en fait, voilà. Hein. Ça, c'est encore autre chose, Doc. Et concrètement, Hikaru, il accepte un petit peu la demande de Sai, parce que il prend un peu en pitié cet esprit, en mode, en fait, c'est juste un fantôme qui d'une ère passée, et en fait, il veut juste jouer une dernière fois, et après, il sera libre. Mais Hikaru va se prendre au jeu, parce que dans les premiers matchs auxquels il va jouer contre un jeune opposant qui sera littéralement son rival pendant toute la série, qui va être Akira Toya, fils du meilleur joueur japonais de Go, et qui a un avenir tout tracé et qui a l'air extrêmement brillant. Concrètement, le fait de se prendre une raclée, ça va pas faire plaisir à Hikaru ni à Yasai. Ils vont se faire, et tous les deux vont se dire plus jamais. Et en fait, on va monter en grade et on va redéfier Akira par la suite. Donc on a vraiment le pitch classique des shonen, où on va avoir le côté, je veux dire, entraînement, on y retourne, on fait d'autres ligues, etc., des ligues intermédiaires, on fait des matchs, on rencontre des personnages plus forts, on apprend et on regrandit, etc. Ça, il y a vraiment le côté shonen classique là-dessus. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu mon manga bonbon, tu vois, un petit peu manga bonbon à part, parce que du coup c'est le côté nostalgique qui en parle. J'ai commencé à le relire et j'ai apprécié toujours autant, mais parce qu'il y a le côté nostalgie. J'ai le biais nostalgie. Je suis obligé de le dire au bout d'un moment, il y a le biais nostalgie. C'est peut-être pas aussi bien que je le dis, mais je trouve que le titre mérite vraiment d'être découvert. Delcourt a profité un petit peu... alors c'est pas d'une hype, mais clairement pas, parce que Delcourt n'a pas forcément de série en dehors de Hikaru no Go. Mais ils en ont refait une perfecte quand même. Bon, par contre, c'est quand même... d'ailleurs, c'est pas du tout 20 tomes en cours. Hein, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Alors, c'est 20 tomes terminés en édition perfecte. Voilà. Et c'était 23 tomes à l'époque. Voilà. Mais non, c'est bien 20 tomes en terminé. C'est bien, une fois que tu finis, tu comprends toujours la plupart des règles du Go. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Parce qu'ils vont te donner des coups, ils vont expliquer les coups. Mais c'est surtout les premiers tomes qui vont essayer de faire comprendre comment fonctionne le Go. Après, les règles du Go sont tellement complexes que même des joueurs professionnels, ils vont te dire des fois... c'est un peu comme d'autres jeux où en fait les règles, elles ont toujours des sous-règles imbriquées les unes dans les autres, etc. Donc c'est quand même un jeu qui est extrêmement complexe, donc le retranscrire dans son entièreté dans un manga sans que ça soit barbant, c'est pas possible. Mais déjà je trouve que là c'est un tour de force, moi, ce qu'ils avaient fait à l'époque. Hein. Rendre attrayant, enfin c'est la force de certains mangaka, je trouve. Ils arrivent à rendre attrayant sur le papier quelque chose qui n'est pas du tout attrayant. Genre vraiment... Enfin, je sais pas, on reprend l'exemple de Blue Box, mais bon, un manga de badminton, c'est pas le titre sur lequel j'irais me pencher le plus en premier, tu vois. Dans l'idée. Donc là, un manga de Go,
Voilà. On est assez d'accord pour dire que c'est pas forcément le plus attrayant, mais t'arrives quand même à réussir à tenir la série, je trouve. Hein. Pas que les règles soient complexes, mais plutôt les strats. Oui, totalement Gotor. Et bien le bonsoir, Gotor. Je te rejoins. Parce que c'est... Bah, en soi, t'as quand même les notions de territoire, etc. Avec la notion de vie, mon territoire peut vivre, etc. Avec des entourloupes un petit peu comme ça. Mais oui, ça va plutôt être les strats. Oui, ça va plutôt être les strats. En soi, comme les échecs, techniquement. Même... Après, les dames, c'est encore à part. Mais oui, ça va être les strats. Donc voilà, je voulais en parler parce que bah, c'est un titre qui m'est cher, très cher, même à mon petit cœur à moi. Donc, et je me souvenais pas en avoir déjà parlé une seule fois. Voilà, je me livre à vous. Bref, aucun jeu de mots avec le mot livre. Vous l'avez. Mais dans l'idée, voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Un peu comme les échecs, pourtant tu peux facilement expliquer les bases pour que même un novice comprenne exactement. On est totalement d'accord, Doc. On est totalement d'accord sur les échecs. C'est comme les... En soi, c'est comme les dames aussi. Hein. Tu peux facilement expliquer les règles, tu comprends facilement les règles, bah après il y a plein de subtilités et plein de strats qui se mettent en place. Donc ouais, là-dessus, c'est un titre qui, moi, m'a beaucoup porté plus jeune et m'a vraiment fait une porte d'entrée dans le manga. Et en vrai, sans Hikaru Nugo, je pense que bah, je serais pas libraire. Enfin, c'est chaud de dire ça, mais sans Hikaru Nugo, je ne serais pas libraire. Je ne pense pas. J'aimais lire, mais pas au point de vouloir partager ma lecture, tu vois. Et c'est ce titre-là qui m'a clairement fait connaître ma vocation sur le tard, je l'entends. Mais c'est grâce à ce titre que je suis libraire. Ouais. Bah oui, en soi, oui, voilà. C'est pour ça que je me dis c'est vraiment un titre qui est très très particulier à mes yeux. Il y a des titres comme ça où qui te disent t'as envie de partager ta lecture, tu vois, Hikaru Nugo on en faisait partie. Comme en littérature, je vais avoir un autre monde de Maxime Chatham ou des titres comme ça qui m'ont beaucoup beaucoup marqué à l'époque et qui me marquent toujours autant. Je les ai toujours, ils sont là. Hein. Voilà, hein. Ils sont là, mes Chatham. Donc ça fait partie de ces titres aussi qui m'ont donné envie d'être libraire, et d'autant plus d'être libraire en jeunesse. Ça fait partie des titres que bah, tu lis quand t'es adolescent, et que voilà, ils te suivent, et tu les relis de temps en temps juste pour le plaisir, quoi. J'aurais pu être président de la République, mais du Go uniquement. On saura jamais même. Mais le manga voulait faire de toi un joueur de Go, pas un libraire. Mais j'ai été joueur de Go, mais à faible niveau, parce que j'ai compris que j'étais trop nul pour ça. Du coup, bah, j'ai pris la... Tu vois, c'est un livre qui parle de Go. T'aurais pu être joueur de Go, mais en fait, j'ai pris le côté livre. Non, mais après, j'ai les monsters du Urasawa aussi. Tu te prends des petites claques en passant comme ça, c'est toujours un plaisir. Donc, voici qui va conclure mes lectures récentes, entre guillemets. Merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas, comme d'habitude, à discuter en commentaire sur les titres qui vous intéressent. Et voilà, des bisous YouTube, tout bientôt.